zone réservée à Dax. On est donc passé avec une Gazelle 341 dans le souffle d'un simple mirage. Alors attendez, un hélicoptère, c'est dans un hélicoptère et vous passez à côté d'un mirage. On passe dans le souffle. Et là, de 2800 mètres on était, on s'est récupéré avec Offler à 700 mètres. Après avoir fait des roulés-boulets vers l'avant. En gros, vous avez été éjecté, enfin il y a eu une secousse violente. Non, on a été pris dans le sillage extrêmement perturbant de cet avion. Bon, je reviens à 1973. Si je compare les deux situations, compte tenu de la taille de l'objet en 73, on aurait dû être tout simplement détruit. Vous ne serez pas là pour me parler. Et voilà. Et là, il n'y a rien eu, même pas de craquement radio. Alors, je vous parlais de la HF. Ce système-là avait une particularité, il crachotait tout le temps. Il était extrêmement sensible à toutes les perturbations. Et quand cet OVNI, on va l'appeler comme ça, nous a doublé, rien. Rien. Ni perturbation radio, ni perturbation d'ordre aérologique. Rien. Ni sifflement, ni perturbation d'aucune sorte, rien. Sauf de nous avoir un peu noué l'estomac. Alors cet objet qui était immense, à l'instant, quand c'est arrivé, l'image qui m'est venue, c'est un paquebot, parce qu'un truc comme ça, c'est très gros, très gros, était d'une couleur gris minium. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette peinture qui sert à traiter le métal. Alors voilà. Si vous voulez, on va voir, puisqu'il y a une équipe formidable qui a fait une simulation 3D. Un grand merci d'ailleurs à Qui dit oui. On a essayé, ils ont essayé brillamment de reproduire, alors c'est pas évident, ce que vous avez vu. Oui, alors vous allez le commenter, on va voir ces images, on les découvre. Alors donc voilà, vous survolez, on voit cet hélicoptère, c'est vous. C'est nous. Et tout d'un coup... Voilà, c'est exactement ça. Donc on va le revoir sous différents plans, mais ça paraît hallucinant. Vous êtes... Voilà, c'est ça. C'est effectivement, quand vous dites un paquebot, ça semble... C'est à peu près la durée d'observation, en gros une seconde à peu près. Là, on voit la différence, donc vous êtes le point rouge et c'est l'OVNI en fait. Alors l'ombre par contre, ça je ne sais pas, j'ai jamais parlé de ça, je pense que c'est le monsieur qui l'a mise. Je me suis souvent posé la question de me dire mais comment ça se fait que plein de personnes ne l'aient pas vu au sol? Parce qu'un engin pareil. Et puis plus tard, le hasard de mon métier a voulu qu'un jour, en tant qu'officier, posé avec un hélicoptère derrière des artilleurs, j'étais derrière un canon 155. Et le hasard voulait que j'étais derrière le monsieur qui tire la corde là. Et quand vous êtes derrière un canon, je vous assure, c'est vrai, vous voyez partir l'obus. Vous êtes derrière, vous voyez un petit point noir qui part. Par contre, quand vous êtes latéral à un obus, enfin à un canon, vous ne voyez pas. Et donc je me suis dit peut-être que c'est parce que ça allait si vite que la rétine ne percevait pas. Alors j'ai gardé ça pour moi très longtemps. Avec Jean-Luc, on en a parlé beaucoup. Quand on est revenu à l'escadrille, on en a parlé, mais c'était le moment où j'allais passer. Parler officiellement ou comme Jacqueline, vous êtes tué un moment? On m'a gentiment conseillé de peut-être ne pas forcément parler trop de ça parce que c'était pas une façon d'appuyer ou de crédibiliser mon dossier. Alors on a gardé ça pour nous, on en a parlé souvent. De ce jour-là, si vous voulez, j'ai été passionné par le problème OVNI. Il y a de quoi. Je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'on lui a dit. Ça c'est bien pour un chrétien, par exemple, qui n'a pas vu la passion du Christ. Moi je suis dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'il a vu. C'est très difficile à partir de là de l'ignorer. Alors ensuite. Mais vous croyez, quand vous dites vous croyez, là aujourd'hui effectivement vous avez vu. Bien sûr. Vous croyez à quoi, j'ai envie de vous dire? Eh bien je crois à ce que j'ai vu. Voilà, je ne peux pas donner d'explication. À mon modeste niveau, je pense que le développement technologique de la race humaine ne permet pas de faire quelque chose comme ça. Ou si c'était aussi gros, ça irait pas aussi vite. Et si ça allait aussi vite, il y aurait des perturbations aérologiques extraordinaires. Il n'y avait rien de tout ça. Bon. Donc vous confirmez que vous étiez dans votre hélicoptère, quand je vois cette image, ça me fait vraiment halluciner, et pas d'autre mot. Et votre hélicoptère ne bouge pas d'un poil, il suit sa trajectoire. Pas d'un poil. C'est quelque chose d'incroyable, pas d'un poil, aucune perturbation. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure vécu beaucoup plus tard. Alors j'imagine que ça allait à la vitesse subsonique, n'en parlons pas, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse du son. Normalement, il y a une espèce de bang. Très vite. Ça, aujourd'hui, Jean-Pierre Petit, scientifique, ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, ce qu'on vient de décrire, ce que Daniel Michaud vient de décrire, aujourd'hui, avec les connaissances actuelles d'un point de vue scientifique, ce phénomène est irréalisable sur Terre aujourd'hui? Mais écoutez, ça a été le point de départ de mes recherches. C'est-à-dire que vous disiez par exemple, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un témoignage? Il y a des gens qui ont dit, j'ai vu passer ça derrière le clocher devant la montagne et ça a duré 1 seconde et demie. Bon, ça devait aller à 4000 km/h. Il n'y a pas eu de bang. Donc question pour un scientifique, est-il possible de voler à une vitesse pareille sans faire de bang? C'est la question que je me suis posée. J'ai travaillé 30 ans dessus, j'ai dirigé une thèse de doctorat, j'ai publié des tas de travaux là-dessus. Bon, c'est sûr qu'il y aurait des expériences à faire. Mais moi, ma conviction est faite, les publications scientifiques sont faites, technologiquement, on saurait faire ça. Alors, mais essayez de me répondre à ma question. Ça, aujourd'hui, donc après vos recherches, votre 30 années de recherche, est-ce que ce phénomène, aujourd'hui, en France, aux États-Unis, en Russie, je ne sais pas où, est-ce que c'est
possible aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Mais disons, par rapport à ce que racontait Michaud, arriver à faire passer un truc de la taille d'un dirigeable à 9 km/h, je ne suis pas sûr. Mais par contre, il y a des témoignages où des gens voient passer des choses à vitesse supersonique et ils n'entendent rien. Ça, c'est faisable. D'accord. Mais ce témoignage de Daniel Michaud, justement, ça paraît encore, a priori, mais écoutez, on ne peut pas tout expliquer d'un coup. Non, parce que là, bon, on en revient, c'est qu'effectivement, le son, oui, mais l'onde de choc, non. Et si... Normalement, un objet avec un volume pareil en supersonique, ça vous balance une onde de choc, c'est pire qu'une déferlante en bateau dans la mer. Ça effondre des toits. Oui, exactement. Vous savez, vous avez une différence de pression atmosphérique, les cardiaques meurent, les maisons s'écroulent et les cheminées aussi. Et lui, il aurait fait une série de voltiges extraordinaires, il aurait été pulvérisé. Quoi, je veux dire. Déjà, quand vous passez dans le sous d'un Reiter, c'est redoutable. Mais il y a des gens qui sont passés dans l'onde de choc en basse altitude, d'un avion de chasse en supersonique en basse altitude, je peux vous dire, ça vous en souvenez longtemps. Donc en gros, voilà, ce que vous avez vécu ne peut pas être ce que vous décrivez, vous, en tout cas, Jacques Rine, c'est-à-dire une chose subsonique qu'on connaîtrait aujourd'hui. Surtout que la valeur de l'onde de choc, c'est la valeur du volume. Alors, je veux dire que là, ça aurait dû perturber tout le département. Là. Absolument. Alors, on va parler, bien sûr, aussi des États-Unis. Alors, on entend beaucoup de choses sur les États-Unis. Sont-ils en avance largement sur nous, sur le phénomène? Jean-Pierre Petit, vous avez écrit « OVNI et armes secrètes américaines, l'extraordinaire témoignage d'un scientifique » aux éditions Albin Michel. Là, quand on lit ça... En 2003, donc il y a maintenant 6 ans. 6 ans. Quand on lit ce livre, il y a des révélations absolument extraordinaires. Alors, on va en parler dans quelques instants, si vous voulez bien. Avant ça, Patrice Desmazeries, je me tourne vers vous. Pareil, vous avez enquêté pendant 1 an quasiment sur le sujet. Vous êtes allé... 1 an sur les États-Unis, mais... Sur le sujet OVNI, je parle bien sûr. Vous êtes allé aux États-Unis. On va voir quelques images et vous allez nous dire si les portes étaient si faciles à ouvrir. On regarde justement un extrait de votre documentaire OVNI, Quand l'armée enquête, pour savoir si les États-Unis étaient de tout le temps, aussi fermés à parler de ce sujet. Regardez. 1952 à Washington. Les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés. Les objets se déplacent à environ 200 km/h, puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km/h. Ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés. Ils sont poursuivis par les avions de l'US Force. Mais à chaque fois que les avions s'approchent des ovnis, ils disparaissent des écrans radars, puis ils réapparaissent. La Maison-Blanche est submergée d'appels téléphoniques de témoins. L'événement fait la une de la presse. Un général d'état-major de l'armée de l'air donne alors une conférence de presse. Je suis ici pour parler des soi-disant soucoupes volantes. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. La presse titre sur les soucoupes volantes, mais la version officielle évoque une inversion de température tout à fait naturelle. Une couche d'air chaud dans le ciel aurait renvoyé des écho-radars qui venaient en réalité du sol. Une version qui n'explique pas les manœuvres de ces objets. Cette conférence de presse fut la première et la dernière d'un général sur le sujet. Dans les années 50 et 60, l'armée de l'air poursuit son programme de recherche sur les ovnis, mais elle ne communique plus. Elle enquête sur toutes les observations signalées. 13 000 rapports qui dorment aujourd'hui aux archives nationales de Washington. Nous avons pu les consulter. La plupart des phénomènes ont une explication, comme ces photos. Là, c'est en réalité un avion au-dessus du Capitole. Ici, une réflexion de la lumière sur l'objectif de l'appareil photo. Synthèse mois par mois des phénomènes non identifiés en 1951. Au mois d'août, 15 observations sont faites par des pilotes civils ou militaires. En face, le résultat de l'enquête. Pas de conclusion, pas d'explication non plus au phénomène, dossier classé. Au total, près de 700 cas sont restés inexpliqués. Il y a aussi des dessins faits d'après les observations de militaires américains. Ici, le 24 juillet 1948, un pilote et son copilote ont vu cet engin passer à proximité de leur avion.
Un engin de 15 mètres de long, les passagers ont confirmé leur témoignage. Mais en 1969, les États-Unis ont annoncé qu'ils arrêtaient d'enquêter sur les ovnis. Officiellement, selon l'armée de l'air, l'étude des phénomènes aériens non identifiés n'a jamais rien apporté de concluant. Voilà donc pour cet extrait de votre documentaire.